Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org. Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue à Altistoria pour une nouvelle chronique sur l'histoire locale. Altistoria, l'émission qui décrypte et dépoussière l'histoire de Haute-Loire. Aujourd'hui, nous sommes à Solignac-sur-Loire et nous allons visiter avec Daniel Vesser un site historique qui s'appelle la nécropole mérovingienne de Solignac-sur-Loire, exactement la nécropole du Thon. Nous sommes avec Daniel Vesser pour en parler. Bonjour Daniel. Bonjour. Vous êtes président de l'association des Gardes aux Vallées, une association qui met en valeur donc, le patrimoine solignacois. Tout d'abord, c'est quoi une nécropole pour nos auditeurs et pourquoi est-ce que celle-ci s'appelle la nécropole du Thon ? Alors, nécropole, c'est un lieu de sépulture où on va mettre enterrer et mettre dans des sarcophages, la plupart du temps, les personnes que l'on veut mettre à l'abri. Une nécropole, surtout à l'époque mérovingienne, c'est quelque chose qui est bâti. Il y a très peu de bâtis conservés de cette période. Donc, on a la chance à Solignac d'avoir des restes, parce qu'il ne reste pas une hauteur de mur importante, mais il y a moins de 50 à 60 cm de murs encore visibles pour cette nécropole. Alors, la nécropole du Thon, c'est un ensemble funéraire donc, qui date du Moyen-Âge et qui se situe donc, sur la commune de Solignac-sur-Loire, au sud du Puy, pour nos auditeurs, donc on est au sud du Puy-en-Velay. C'est un site qui a été fouillé, qui a été mis en lumière en 1965 par l'archéologue Alphonse Laborde. Qu'est-ce qu'il en a tiré comme étude archéo à la suite de ces fouilles-là ? Alors, il y a une publication qui a été faite avec les personnes qui ont participé à ces fouilles et qui a été publiée post-mortem. Il est mort assez rapidement, en 1973, me semble-t-il. Les fouilles ayant eu lieu dans les années 60, tout n'était peut-être pas encore compilé, mais je pense qu'il y a l'essentiel. Alors, tout à l'heure, je disais que c'était un ensemble funéraire qui datait du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est long, ça dure presque 1000 ans. Est-ce qu'on sait exactement la date de ce site ? Quand est-ce qu'il a été construit et utilisé ? Alors, le Moyen-Âge, on peut le décomposer en deux périodes, grossièrement. Le Haut Moyen-Âge, qui va du 5e au 11e siècle, et puis le Bas Moyen-Âge, qui va du 12e au 16e. Là, on est, à l'époque mérovingienne, dans le Haut Moyen-Âge, et on est du 5e au 8e siècle. Voilà. C'est la période, pour se prendre un repère, de Clovis et de ses fils. Voilà, donc c'est une période dans laquelle il nous reste peu de choses. Ce qui reste, c'est surtout des nécropoles. Des églises, on n'en trouve pas. Des traces d'églises, on en trouve, mais peu de choses. Le bâti, je pense qu'il y avait beaucoup de bois, peut-être un peu du torchis, et puis là, dans notre cas, eh bien, la nécropole, qui devait avoir un toit, était en pierre sèche, montée en pierre sèche. On le sait avec les fouilles qui ont été menées que c'était avec ce type de matériaux-là. Voilà. Donc les fouilles, on voit bien le mur. Il y a peu de glaise entre les pierres. Ça peut arriver. Et ils avaient trouvé des tessons de tuiles romaines. Donc on pense qu'il était franchement couvert. C'était vraiment une bâtisse fermée. Alors, nos auditeurs ne voient pas exactement le paysage qui abrite ce site-là, mais c'est un paysage très vallonné,
très escarpé. Est-ce qu'il y avait un peuple qui vivait là à cette époque? Parce qu'aujourd'hui, mais à côté, bon, il y a le village le petit hameau du Chier qui est pas loin, mais concrètement, il n'y a pas d'habitation autour aujourd'hui. Alors à l'époque, vu qu'il y avait cette nécropole, on suppose qu'il y avait peut-être un peuple local qui vivait ici, et donc peut-être un seigneur au Moyen Âge. Qu'est-ce qu'on sait sur ces gens qui vivaient là il y a 1000 ans? Est-ce qu'on on sait quelque chose sur ce microcosme qui vivait ici avant, autour de cette nécropole? Solignac a été habité très tôt. Des traces, disons, de vie, on en trouve au lieu-dit le Barry. Le Barry, c'est un éperon rocheux qui est barré par un mur qui est conséquent. Donc c'était vraiment pour protéger côté plaine des assaillants. Côté éperon rocheux, c'est un triangle, donc un éperon, et donc que ce soit au nord-est et nord-ouest, c'est abrupt. Voilà. Donc bien protégé, donc il y avait là un peuple qui vivait, et on se situe plutôt à l'âge du fer, pour être plus précis, l'Athènes. Voilà. Alors, nous, on est là au 5e siècle, on change de période. C'est le début de la chrétienté. Et on se situe à un endroit qui est près des restes d'un château. Ce château se situe au lieu-dit Les Tours. Il reste là, au milieu de ruines de murs de grosse épaisseur, une tour. Et c'est une tour qui est de même facture que la tour que l'on avait au château de Solignac. Voilà. Donc, vraisemblablement, c'est le peuple qui a suivi. On est là déjà au moment de la tour, on est plutôt dans le bas Moyen-Âge. D'accord. Ouais. Mais, donc là, au Moyen-Âge, qu'est-ce qu'il y avait autour? S'il y avait un château, il pouvait être en bois. Et il pouvait être un emplacement du lieu-dit Les Tours. On est ici sur le lieu-dit Le Thon. Parce que nécropole du Thon, c'est comme ça que l'écrit Alphonse Laborde. Nécropole du Thon, c'est une nécropole du lieu-dit. Voilà, c'est pas bien sûr le nom de la nécropole, aucun écrit ne nous a ramené cette information. Donc c'est le lieu-dit. Et le lieu-dit, oui, parce que pas loin, donc sous le Barry, dessous, on est dans le creux, là il y a un lieu-dit, Toun, le Toun. Avec un sens de creux, si on prend un petit peu c'est un mot, Toun, qui va bien aussi avec ton, parce qu'on peut le prononcer un peu de cette façon, on peut dire Toun pour ton. Ouais. On écrit T-O-N maintenant, mais la prononciation en occitan, c'était Toun. Voilà. Donc ça correspond, parce qu'on n'en est pas loin, on est quoi entre la position de la nécropole et le dessous du Barry, on est à 200 mètres. Est-ce que cet endroit géographique, c'est la naissance du village de Solignac? Est-ce que c'est le début? Vraisemblablement, oui. Donc, de ce premier éperon rocheux qui est situé tout en bas de la plaine de Solignac, je pense à Colin, la plaine de Solignac, tout en bas, c'est après le stade Pierre Pagès, le nouveau stade, le dernier stade qui s'est bâti, il y en a 2 à Solignac. Donc, un éperon rocheux au Barry, un autre éperon rocheux, eh bien, là où se situe le bourg, tout compte fait, et le château de Solignac était sur l'éperon rocheux du haut, voilà, au même niveau, disons, que celui du Barry. Donc là aussi un château qui s'est monté, et c'est la suite, disons, de l'évolution de ceux qui vivaient dans ce coin. Pour revenir
à la nécropole en elle-même, Daniel, et aux fouilles qui ont été faites par Alphonse Laborde dans les années 60. Qu'est-ce qu'on a retrouvé avec les corps? Est-ce qu'on a retrouvé du mobilier? Est-ce qu'on a retrouvé des objets? Est-ce qu'ils s'enterraient tout seuls ou est-ce qu'ils s'enterraient donc, parce qu'on suppose, nécropole, on en reparlera tout à l'heure, mais ça nous rappelle un peu l'Égypte antique. C'est souvent des lieux voilà, où les gens s'enterraient avec des objets quoi, qui leur étaient chers. Elle était constituée de quoi cette nécropole exactement? Alors, la nécropole, apparemment, il y avait 2, voire peut-être 3 pièces. Donc 2 pièces, pas énormes, en longueur. Celle de gauche est remplie de sarcophages. Sarcophages de toute taille. Il y a des sarcophages d'enfants aussi. Dans la pièce de droite, qui se décompose en 2 parties, celle qui est tout au fond, qui s'approche de la route actuelle qui va de Solignac à Cussac, il n'y a pas de sarcophage. Par contre, on en trouve un peu dans l'autre, dans la pré-pièce, la première, à droite, où on peut accéder à la seconde. Alors, question là, mais là, on imagine que peut-être, au fond, comme il n'y a pas de sarcophage, ça pouvait être une chapelle pour se recueillir et peut-être... On est quand même allé au début de la chrétienté, donc on commence à pratiquer un petit peu. Au début de la chrétienté, mais c'est assez étrange parce que l'idée de sarcophage, souvent on le voit, en tout cas on étudie à l'école avec l'Égypte antique, et ça nous fait penser un peu à ça, à l'Égypte antique. Du coup, on le rappelle, c'est une période qui est pas géographiquement ici, mais qui se passe 2500 ans avant Jésus-Christ, donc on n'est pas du tout dans la même ère historique. C'est une idée reçue que les sarcophages ils appartiennent uniquement aux Égyptiens. Eh bien non, parce que les sarcophages, on en a beaucoup trouvé à l'époque gallo-romaine. Donc c'était déjà d'un emploi. Par exemple, à Solignac, il a été trouvé dans l'église de Solignac un sarcophage, mais qui était un réemploi d'un cippe gallo-romain. Donc ce sarcophage est au musée Crozatier. Il est magnifique, mais sa beauté, c'est les sculptures bas-reliefs qui existent de part et d'autre de ce sarcophage. C'est un cippe très épais. Le cippe, c'est une stèle, un genre de stèle, sur lequel on allait inscrire le nom du défunt. Sur les côtés, on pouvait faire donc des décors. Ça fait sur le haut, donc comme un toit en V, et on a des formes est-ce des tuiles, est-ce des ardoises, ça donne l'impression d'ardoises. Et sur les côtés, les sculptures sont très nettes et très faciles à identifier. On a une forme d'arbalète, donc très classique apparemment à l'époque gallo-romaine. Donc c'était un réemploi. La partie avant a été creusée. Donc les noms gallo-romain du Gaulois qui était enterré là ont disparu. Parce qu'effectivement, c'est un réemploi. Donc des réemplois, on en a aussi dans la nécropole mérovingienne de Solignac. Les objets, il y en a pas mal qui ont été trouvés. Donc beaucoup de sarcophages. C'est de l'arcose, c'est donc de la pierre très locale, facile à creuser. Il ne faut quand même pas du basalte, ça ne marcherait pas. Donc dans les objets trouvés, il y a par exemple une agrafe en bronze. Une agrafe, c'est peut-être une agrafe pour maintenir une toge, quelque chose, un vêtement. Fragment de bronze mouluré. Qu'est-ce que pouvait être cet objet? Je n'en sais rien, ils n'en parlent pas dans le rapport. Alors des clous, des grandes quantités de clous quand même. 6 clous en fer forgé, 3 grands clous à tête et tige carrée, donc ce sont des formes très différentes. 2 clous à tête conique,
un clou à tête convexe. Alors là, je ne vois pas bien parce qu'un clou, généralement, c'est bombé sur le haut. Et là, il serait en creux. Peu de céramiques. Elles sont tournées, donc faites autour, de petites dimensions et datent de la fin, parce que là, on peut les dater plus facilement, la fin de la période gallo-romaine. Donc, ce n'est pas purement des objets de l'époque mérovingienne. Un exemplaire porte une série d'impressions carrées réalisées à la molette. Donc c'était des techniques qui étaient déjà d'usage il y a très longtemps, fin de l'époque gallo-romaine. Et divers objets, petites perles de verre, une vingtaine de moellons. Donc des moellons, c'est vraiment pour faire des objets un peu parallélépipédiques. Les corps sont mis dans les sarcophages, mains croisées, pas vraiment croisées, l'une sur l'autre, sur l'abdomen. Il n'y a qu'un sarcophage où les mains sont croisées sur la poitrine. Les autres, c'est plutôt... Et apparemment, ce que j'ai cherché sur Internet, sur d'autres sites, c'est souvent le cas. Voilà. Par contre, ce sont de vrais sarcophages, c'est-à-dire des parallépipèdes fermés, tout compte fait, sur 5 côtés. Il n'y a que sur le dessus que vient se fermer une pierre plate, une grande pierre plate. Voilà. Quand on recherche d'autres types de sépultures de cette époque-là, elles sont souvent en pierre plate, mais accolées les unes aux autres. C'est-à-dire que ce n'est pas un ensemble d'une seule pièce, d'un seul morceau. Là, vraiment, ce sont de belles... Et c'est ce qui a fait aussi découvrir les lieux, c'est que les gens avaient déjà remarqué qu'il y avait une pierre un peu particulière qui dépassait. Cette pierre qui dépassait, effectivement, c'était un morceau de sarcophage, donc avec des faces plates. Et donc, il se disait à Solignac qu'il y avait là la tombe de Saint-Aubin ou Saint-Alban. On ne sait pas trop, c'était des noms qui étaient véhiculés il y a longtemps dans Solignac. Voilà. Alors, il y a quelques squelettes qui sont incomplets. Et chaque fois, on trouve la tête qui repose sur une pierre. Une pierre, donc c'est peut-être un peu les parpaings qu'ils ont retrouvés. C'était peut-être ce qui servait peut-être à poser la tête pour qu'elle soit surélevée par rapport au corps dans le sarcophage. Sur une tombe, de la cendre avec des os calcinés, mais après analyse, c'était des os d'animaux, probablement pour un rite funéraire. Mais c'était sur le dessus d'un sarcophage. Voilà. Il a été trouvé donc des fragments de tuiles romaines, suite vraisemblablement à l'effondrement de la toiture et de la nécropole. Tout à l'heure, vous parliez de clous. Pourquoi est-ce qu'ils avaient des clous Alors là, avec eux ? pourquoi a-t-on trouvé des clous ? Est-ce qu'ils étaient en plus dans une boîte en bois ? Peut-être. Genre de cercueil comme on les fait actuellement. Donc peut-être y avait-il du bois à l'intérieur. Les clous ne se justifient pas. Pas d'armes, pas d'épée, on imagine, mais il n'y avait pas ça. Ça Parce n'a pas que été trouvé. pour nos auditeurs, on les a retrouvés en fait encerclés de... Enfin, ils étaient dans de la pierre en fait. Parce que la pierre a perduré jusqu'à nos jours. Mais il peut y avoir une éventualité où effectivement du bois aurait pu recouvrir les pierres et s'est désintégré avec le temps. Ce que j'ignore totalement, c'est si ces clous ont été trouvés dans les sarcophages ou autour des sarcophages. Alors c'était peut-être une bonne part autour des sarcophages. Peut-être qu'il y en avait dans les sarcophages, mais là, bon, c'est difficile à dire. Par contre, qu'est-ce qu'on peut dire ? Oui, les murs se sont effondrés et c'est ce qui a préservé les lieux. Parce qu'en fin de compte, on ne voyait plus rien, on ne voyait qu'un tas de pierres. Donc, ce qui fait que la seule chose qui a pu permettre de déceler qu'il y avait là quelque chose de particulier, c'était un des sarcophages qui dépassait. Comment ça se fait qu'un lieu funéraire comme ça, aussi sacré, il soit oublié avec le temps et devienne un tas de pierres ? Là, je ne sais pas pourquoi ça a pu être oublié.
Mais ça a été remarqué quand même par la population, hein, puisque ça se disait de bouche à oreille qu'il y avait là une tombe. Et on a retrouvé des objets de grande valeur avec eux, par exemple, dans les fouilles, il n'y avait plus rien. Il n'y avait pas d'objet de valeur. Parfois, on peut trouver, sur certains cas, mais ce qu'on trouve habituellement, c'est plutôt des boucles de ceinture, des choses qui permettent de verrouiller une boucle de ceinture. Donc, quelque chose qui se tourne mécaniquement, qui permet donc de fermer la boucle. En 2007, Daniel, vous écrivez à la DRAC avec votre association, donc je rappelle qu'il s'appelle Gardes aux Vallées, les Gardes aux Vallées, qui est une association dont le but et l'objectif sont de mettre en valeur, de défendre, de préserver le patrimoine de Solignac-sur-Loire. Et de faire connaître le patrimoine de Solignac. En 2007, donc vous écrivez en tant que président de votre association à la DRAC d'Auvergne, pour qu'elle protège le site de la nécropole du Thon. Il était en danger, ce site ? Alors, en danger, pas vraiment. On ne connaît qu'un cas de fouille sauvage qui s'est fait, parce que la personne s'est fait prendre, bien entendu. Mais ce n'était pas grave en soi, parce que ça avait été déjà fouillé et abandonné. Par contre, abandonné, il y avait été mis tout autour, donc sur des piquets, du fil de fer barbelé pour en interdire l'accès. Voilà. Mais il n'y avait que ça pour bloquer, disons, toute personne intéressée pour y faire des fouilles. Donc il y a eu un cas, c'est tout. Un cas avéré. Est-ce qu'il y a pu avoir d'autres personnes ? On peut constater qu'il y a quand même des pierres plates qui fermaient les sarcophages qui ont été cassées. Donc je pense qu'il y a eu des manipulations, mais qui ont abouti... Est-ce qu'il y en a qui ont disparu ? C'est difficile à dire. Donc on a eu un petit peu peur pour ça, mais c'était pas vraiment pour cela qu'on le faisait. On voulait le faire découvrir et le rendre accessible. Donc le but était d'obtenir aussi ou une intervention de la DRAC, mais là ce n'est pas leur rôle quant à sauvegarder les lieux pour le rendre accessible et visible, mais c'était notre but final. Et en fin de compte, on a pu avoir une réponse, donc d'abord une visite d'une personne de la DRAC qui est venue voir sur place l'état de la nécropole, et qui ensuite nous a donné une réponse écrite. Donc j'ai reçu un courrier qui nous autorisait à nettoyer et remettre en place quelques pierres. C'est tout, voilà. Donc, ils veulent malgré tout avoir un regard sur ce qu'on pourra faire, mais il n'y a pas d'interdit. Toujours est-il. Dans votre lettre, vous demandez notamment que le site soit protégé par des barrières. Est-ce que ces barrières, elles ont été installées ? Non. C'est nous, en fait, c'était pour... Nous voulions mettre ces barrières. Donc, en fin de compte, ce sont des grandes grilles. Faut mettre des poteaux de grandes dimensions. Des grandes grilles qui montent suffisamment haut pour dissuader, disons, l'accès. Et ensuite, de toute façon, pour des enfants ou des personnes à mobilité réduite, c'est très dangereux que d'y aller. Il est préférable donc que ça soit fermé. Et ensuite, l'idée aussi, c'était de faire un caillebotis tout au-dessus, donc monter sur une plateforme, donc du bois traité, bien entendu, qui permettrait d'en faire le tour pour observer, pour voir. Donc nettoyer l'intérieur, remonter les pierres, remettre un peu convenablement les plaques de fermeture à côté des sarcophages pour qu'on puisse bien distinguer le tout et y aller régulièrement pour pouvoir faire du nettoyage. La végétation pousse abondamment. Là. Il y a des arbustes qui poussent et des arbres. Donc, aujourd'hui, ce site, qu'est-ce qu'il en advient ? Comment il est ? Est-ce que vos demandes ont abouti et surtout, est-ce que vous êtes satisfait de ce qu'il est aujourd'hui, ce site ? Non, je ne suis pas satisfait, mais on me demande pas mal de fois d'aller le visiter.
Donc il faut que la personne soit leste pour pouvoir y aller, bien chaussée, donc des bottes de préférence, parce que des serpents, ça existe bien dans notre coin, et il y a beaucoup de ronces. Donc il faut s'armer d'un bâton pour pouvoir écraser un peu les ronces, pour pouvoir y accéder. C'est pas facile d'accès. Donc c'est pour ça que d'un certain côté, c'est préservé par l'ignorance des personnes qui passent à côté sans savoir, qui passent à côté d'un petit trésor. Voilà. Mais la municipalité de Solignac, qui m'a demandé dernièrement d'aller faire une visite, je les ai accompagnés, et ils ont trouvé le site très intéressant, et ils pensent donc, dans un avenir plus ou moins prochain, monter un projet de mise en valeur de la nécropole. Voilà. Le terrain appartient à la municipalité. Ça appartenait avant à un maire de Solignac, Pierre Pagès. Et avant de décéder, il avait légué à la municipalité la parcelle qui correspond uniquement à la nécropole. Ce projet, ça sera un projet de mise en valeur touristique ? Logiquement, oui. Ça serait un projet où les gens pourront venir s'approcher. Le seul moyen de stationnement pour l'instant, il est le long d'une grille qui ferme une ancienne décharge. Là, on a des possibilités de stationner. Peut-être qu'en aménageant l'espace de cette ancienne décharge, qui peut être simplement recouvert abondamment de terre, mis à plat, pourrait faire un parking qui permettrait un accès sécurisé. L'avenir de ce site, c'est donc d'être mis en valeur et d'avoir une certaine forme d'attractivité touristique ? Absolument, tout à fait vrai. Est-ce que c'est la condition pour... Est-ce que la protection du site, elle est consubstantielle à la mise en valeur touristique ? Pas obligatoirement, mais souvent, c'est le cas. Parce que c'est quand même l'attractivité. On le voit pour la cascade de la Baume. Depuis que les aménagements ont été faits près de la cascade de la Baume, il y a quand même... on ne va pas prélever plus d'eau, puisque c'est une source qui l'alimente. Et cette source, elle est très intéressante, bien entendu, pour l'alimentation du département. Mais il ne faut pas prélever de trop, sinon il n'y a plus de cascade. Donc, je pense que l'aménagement sauve aussi la cascade. Même si, pour ce qui est de la cascade de la Baume, l'aménagement a amené à une hausse très importante de la fréquentation touristique, qui peut parfois aussi engendrer des effets négatifs. Donc, quelques incidents, il y en a quand même qui viennent là pas très bien chaussés. Autour de la cascade, on a une pente importante qui permet d'y accéder. On y accède par cette pente, et cette pente est caillouteuse, et des cailloux qui se détachent, donc qui roulent. Donc c'est très dangereux, et beaucoup, s'ils sont mal chaussés, se tordent la cheville, et puis on nécessite une évacuation d'hélicoptère. En tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas besoin d'évacuation en hélicoptère pour la visite de la nécropole du Thon. Merci Daniel Vesser de nous avoir informés et d'avoir mis en lumière ce lieu que peu de monde connaît, effectivement, de la nécropole du Thon. On espère, chers auditeurs, que vous avez apprécié notre compagnie pour cette chronique hebdomadaire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre chronique d'Altistoria. Merci Daniel. Au revoir, c'était avec plaisir. À bientôt, prenez soin de vous. Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM 43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org.